Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment utiliser les structures conditionnelles dans le langage Python. D'abord, vous allez comprendre pourquoi on utilise ces instructions. Ensuite, vous allez voir comment utiliser les différents types de structures conditionnelles selon les situations. D'abord, la structure conditionnelle simple F avec un seul choix. Après, la structure conditionnelle alternative F else avec deux choix. Ensuite, la structure conditionnelle multi-choix ou bien l'imbriqué. Et finalement, l'opérateur ternaire qui permet de faciliter l'écriture d'une structure conditionnelle. En plus de tout ça, nous allons travailler sur 5 exercices afin de bien comprendre comment utiliser les structures conditionnelles. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de Python. Après avoir vu dans les vidéos précédentes la première partie de ce cours, les instructions de base, dans cette vidéo nous allons voir les structures conditionnelles. Et pour comprendre pourquoi on utilise les structures conditionnelles dans un langage de programmation ou bien dans un programme, on va utiliser l'activité suivante. On suppose qu'on a une petite fille qui ne sait pas comment calculer A sur B. Par exemple 12 sur 4. Alors, on va proposer une solution à cette petite fille, bien sûr, un programme sur un ordinateur. Après, la petite fille, bien sûr, elle va exécuter le programme, elle va saisir la première valeur, par exemple ici 12. Ensuite, la petite fille va saisir le diviseur, donc dans ce cas-là 4, et après, le programme va calculer, afficher le résultat, dans ce cas-là 3. Alors, on va essayer d'écrire un programme qui permet de faire ça. On a vu dans la vidéo précédente donc les instructions de base. Alors, on va utiliser ce qu'on a étudié dans les vidéos précédentes. Premièrement, on va récupérer la première valeur, la valeur de A. Donc, on va afficher par exemple le message suivant. Je vais entrer le dividende. Après, l'utilisateur, il va utiliser le clavier pour saisir la valeur du dividende. Et la valeur de dividende va être convertie en float, ici un nombre réel, et après stocké dans la variable A. La même chose avec B. Donc, on va afficher un message à l'utilisateur via entrer le diviseur et après, on va stocker la valeur dans la variable B. Ensuite, tout simplement, nous pouvons utiliser l'instruction suivante, print le résultat A et après, dans la deuxième partie de print, on va ajouter A sur B et automatiquement, donc lorsqu'on exécute ce programme-là, le programme va afficher le résultat. Donc, maintenant, la petite fille est un peu curieuse et elle va saisir de nouvelles valeurs. Donc, elle va laisser dans le dividende la valeur 12, mais pour le diviseur 0. Normalement, lorsqu'on exécute ce programme-là, on aura une erreur. Donc, je vais vous montrer un exemple d'exécution de ce programme-là. Donc, voilà, donc ça, c'est les instructions. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Donc, on va essayer de tester le programme. Donc, je vais ajouter des valeurs normales. Donc, la première valeur, c'est 2, 4 et après 2. Donc, le résultat, normalement, c'est 2.0. Donc, on va essayer d'exécuter le programme à nouveau, mais cette fois, on va saisir 4, mais pour le diviseur, on va saisir la valeur 0. Vous allez remarquer que maintenant, on a une erreur. Donc, on ne peut pas, bien sûr, calculer la division de A sur B. Le programme que je viens d'expliquer suit ce qu'on appelle une structure séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire une structure séquentielle? D'abord, au début du programme, on a exécuté la première instruction, on a demandé à l'utilisateur de saisir la valeur de A, après on a demandé à l'utilisateur de saisir la valeur de B, après on a calculé et affiché la valeur de A sur B. Et après, vers la fin, donc le programme va terminer. Donc dans ce cas-là, toutes les instructions seront exécutées. La différence, c'est juste en ordre. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle une structure séquentielle. D'une façon générale, un programme qui suit ce qu'on appelle une structure séquentielle, c'est un programme dont toutes les instructions sont exécutées l'une après l'autre, de façon à ce que l'ordre des instructions est respecté. Des exemples, ça c'est le programme que je viens de citer, et aussi les programmes qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Alors, dans ce cas-là, on doit travailler avec une autre manière ou bien utiliser un autre type de structure, ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Donc, la structure conditionnelle, d'une façon générale, c'est une structure qui permet de contrôler l'exécution des instructions du programme. D'une façon générale, donc les instructions seront exécutées, mais selon les réponses des conditions. Si une condition est vérifiée, alors on va exécuter une instruction, sinon on va passer ou bien ignorer l'exécution de cette instruction-là. Alors, lorsqu'on utilise par exemple la structure conditionnelle dans notre exemple de la division, alors on va demander au début au programme de saisir la valeur de A, après on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de B, mais avant de calculer et afficher la valeur de B, on va exécuter une condition. Alors, une condition d'une façon générale peut avoir deux résultats, donc soit vrai, soit faux.
Dans ce cas-là, si la condition est vraie, dans ce cas-là, B est vraiment différent de 0, alors ce qu'on va faire, c'est de calculer, afficher la valeur de A sur B. Si la condition est fausse, ou bien après l'exécution, le calcul, l'affichage de la valeur de A sur B, le programme va être terminé. Alors, dans cette manière, on peut éviter l'exécution du cas où la valeur de B est égale à 0. Donc, dans ce cas-là, le programme va être terminé, mais si B est différent de 0, on peut calculer, afficher la valeur de A sur B, et après, le programme sera terminé. Donc, ça, c'est un exemple de la structure conditionnelle. Dans le Python, il y a plusieurs types de structures conditionnelles. On va commencer par le plus simple, c'est avec un seul choix. Alors, donc d'abord, il faut commencer par F. Donc, la condition. Après, il ne faut pas oublier le du point. Après, nous pouvons ajouter les autres instructions. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les indentations. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a un espace ici, un autre espace ici, et un autre ici. Et après, pour terminer le bloc des instructions qui seront exécutées si la condition est vraie, donc pour terminer l'exécution des instructions, il faut juste de placer les autres instructions sans ajouter de l'espace ou bien sans ajouter l'indentation. Alors voilà, donc ça c'est un exemple d'utilisation d'une structure conditionnée qui permet bien sûr de vérifier et bien sûr d'exécuter des instructions selon les réponses d'une condition. Et bien sûr, si la condition est fausse, le programme va passer directement aux instructions qui viennent ici juste après ces instructions-là. Donc, comme j'ai déjà dit, donc, si la condition veut vrai, alors les instructions 1, 2, ainsi de suite seront exécutées. Sinon, elles seront ignorées et le programme passera directement aux instructions suivantes. Pour ajouter, bien sûr, l'indentation, nous pouvons utiliser directement, vous placez bien sûr à la ligne suivante et ajouter directement ou bien cliquer directement sur Tab pour passer ou bien pour ajouter l'indentation ou bien l'espace entre le début de la ligne et l'instruction. Alors, nous pouvons appliquer l'instruction conditionnelle simple pour avoir la deuxième version du programme qui permet dans ce cas-là d'éviter d'exécuter l'instruction de la division si la valeur de B est 0. Dans ce cas-là, nous pouvons ajouter d'abord F, après bien sûr B différent de 0. Donc si B est différent de 0, l'instruction qu'on va exécuter tout simplement, c'est prendre le résultat et A sur B. Nous pouvons calculer sans aucun problème dans ce cas-là la division de A sur B, sinon on peut ignorer ça et le programme terminera sans calculer la division de A sur B. Donc je vais revenir maintenant au PyCharm pour vous montrer l'exécution de ce programme-là. Donc maintenant, je viens d'ajouter, comme j'ai déjà dit, donc l'instruction F, donc B est différent de 0, 2 points, donc il ne faut pas oublier 2 points, et après ajouter l'indentation, donc de la manière suivante, pour exécuter cette instruction si B est différent de 0. Donc vous pouvez exécuter le programme, donc ajouter des valeurs, bien tester, donc 4, 2, donc maintenant on peut calculer, mais si l'utilisateur a saisi la valeur dans ce cas-là, donc j'exécute à nouveau la valeur par exemple 5 mais 0 dans le diviseur, donc le programme va juste ignorer l'exécution d'instruction et va se terminer. Alors pour comprendre davantage l'utilisation des structures conditionnelles, on va travailler sur un exercice. L'exercice est le suivant. Dans cet exercice, nous allons essayer d'écrire un programme qui permet de calculer le maximum de deux nombres réels saisis par l'utilisateur. Donc l'utilisateur va saisir la valeur de A et B et puis le programme va afficher directement le maximum des deux nombres A et B. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 6 et moins 2, le programme va afficher à la fin 6 comme maximum. Si l'utilisateur a saisi ces valeurs-là, donc le programme va afficher 19,5 comme maximum. Maintenant, on va passer à PyCharm pour implémenter ce programme-là. Alors, ça, c'est le programme précédent. Donc, nous pouvons modifier juste ça. Donc, ajouter int ici pour A, int pour B. Alors, on va entrer la valeur, par exemple, ici de A. Après, ici, la valeur de B. Ensuite, on va juste supprimer ça. Alors, l'idée qu'on va utiliser pour déterminer le maximum de A et B, on suppose au début que le max est la valeur de A. Ça, c'est juste une supposition. Puis, ce qu'on va faire, c'est de comparer la valeur de B avec max. Donc, si, bien sûr, max est inférieur à la valeur de B, c'est-à-dire que ici, la valeur de B est supérieure à la valeur de A, ce qu'on va faire, c'est juste de modifier la valeur de max et affecter à max la valeur de B.
De cette manière, nous pouvons déterminer le maximum de A et B. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 2 pour A et 4 pour B, donc au début, on va affecter à max la valeur de A, c'est 2. Après, on va comparer la valeur de A avec B. La valeur de B, c'est 4. Bien sûr, 4 est supérieur à max. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'affecter à max la valeur de B, c'est-à-dire 4. Et après, vers la fin, vous aurez la valeur maximum. Et la même chose, c'est la valeur de A est supérieure à la valeur de B. Donc, juste, on va ignorer cette partie-là. Et vers la fin, vous pouvez ajouter l'instruction suivante, print le max, par exemple, de ce cas-là. Et après, vous pouvez ajouter, dans ce cas-là, virgule max. Nous pouvons exécuter le programme pour voir le résultat. Alors, au début, on va saisir la valeur de ici, 5 ici. Donc, le max, bien sûr, c'est 5. Si on a choisi la valeur pour A, 10 et 1 pour B, donc la valeur, bien sûr, c'est 10. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la structure conditionnelle F. Donc, il ne faut pas généralement oublier les 2 points après la ligne de la condition. Et après, dans la ligne suivante, il faut ajouter l'indentation ou bien l'espace entre le début de la ligne et cette instruction-là. Sinon, vous aurez un problème. Et puis, si vous voulez revenir ou bien finir avec ce bloc-là, il suffit juste de placer l'instruction suivante au début de la ligne. Maintenant, on va passer à une autre chose, toujours concernant les structures conditionnelles. Donc ça, c'est un exemple qu'on a vu tout à l'heure du programme qui permet de calculer la division. Ce qu'on a vu, c'est le cas de la division sur 0. Donc on a remarqué qu'au moment que l'utilisateur va saisir 0, le programme juste, il va se terminer. Donc il ne va pas ajouter quelque chose ou bien afficher quelque chose. Juste, il va se terminer. Mais si l'utilisateur a choisi une autre valeur pour le diviseur, on va calculer la division. Maintenant, j'aimerais ajouter une chose ici, c'est que afficher un message dans le cas où la valeur de la diviseur, dans ce cas-là 0, donc ajouter un message, afficher un message à l'utilisateur, la division par exemple par 0 est impossible. Donc, afficher quelque chose si la condition est vraie et afficher une autre chose si la condition est fausse. Pour faire ça, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle les structures alternatives avec 2 choix en utilisant l'instruction suivante. Toujours, il ne faut pas oublier d'ajouter la condition après la condition les 2 points. Après, les instructions que vous voulez exécuter dans le cas où la condition est vraie. Et bien sûr, ajouter d'autres instructions, mais après le mot-clé else est toujours 2 points. Les instructions qui seront exécutées si la condition est fausse. Alors, toujours, il ne faut pas oublier l'indentation au début de chaque ligne, ou bien l'espace au début de chaque ligne, que ce soit dans le bloc F ou bien dans le bloc else. Alors, pour appliquer cette méthode-là, donc on a vu que ça c'est la solution de tout à l'heure de A et B, donc ce sont les valeurs saisies par l'utilisateur pour le diviseur des diviseurs. On a ajouté cette condition-là qui permet de vérifier si B est différent de 0 et de calculer, afficher la division. Alors pour ajouter la deuxième condition, il suffit juste d'ajouter d'abord le mot clé else après 2 points et puis ajouter donc ce message-là. Nous pouvons afficher à l'écran que la division par 0 est impossible. Donc vous pouvez vous-même tester ce programme-là pour vérifier la réponse. Maintenant, pour bien comprendre les choses comme l'habitude, on va ajouter un autre exercice. Cet exercice-là permet de demander un nombre entier à l'utilisateur et ensuite on va informer l'utilisateur est-ce que ce nombre est positif ou bien négatif. Donc ça c'est un exemple d'exécution de ce programme. Donc l'utilisateur va saisir une valeur, par exemple il va saisir la valeur 9. Si la valeur est 9, alors on va afficher à l'écran que ce nombre est positif. Si l'utilisateur a saisi la valeur moins 6, on va afficher à l'écran que son nombre est bien sûr négatif. Donc maintenant je vais vous donner la réponse. La réponse est la suivante. Premièrement, vous pouvez ajouter ce message là, donc programme qui permet de déterminer la nature d'un nombre si vous voulez. Après vous pouvez récupérer la valeur de n en utilisant cette instruction là, int input veuillez entrer un nombre, et puis vous pouvez utiliser f, donc n est supérieur à 0, alors vous pouvez exécuter cette instruction là. Si la condition est fausse, c'est-à-dire que au contraire, le contraire de n supérieur à 0, c'est n inférieur ou égal à 0, on va afficher ce message là, donc le nombre est négatif. Donc vous pouvez comme l'habitude tester ce programme pour vérifier vous-même
le résultat de cet exercice. Maintenant, on va exécuter à nouveau le programme, mais cette fois, si vous exécutez le programme, mais vous donnez comme valeur la valeur 0. Quel est le résultat du programme? Bien sûr, vous pouvez tester, comme j'ai déjà dit. Après le test, vous allez trouver que le nombre est négatif. Normalement, dans le cas où l'utilisateur a saisi la valeur 0, normalement, on doit afficher que son nombre est nul. Si l'utilisateur a choisi une valeur strictement supérieure à 0, on doit afficher son nombre est positif. Si l'utilisateur a choisi une valeur strictement inférieure à 0, on doit afficher que son nombre est négatif. Comme vous pouvez remarquer, il y a 3 réponses, ou bien 3 choix. Alors, quel est le problème? Le problème, comme j'ai déjà dit, c'est que dans cette condition-là, si cette condition est vraie, donc cette instruction sera exécutée. Si cette condition est fausse, c'est-à-dire n inférieur ou égal 0. Ça, c'est le contraire de cette condition. On va afficher ce message-là. Dans ce cas-là, d'une façon générale, comme j'ai déjà dit, on doit avoir 3 choix. C'est-à-dire le cas où n strictement supérieur à 0, le cas où n inférieur strictement à 0 et dans le cas où n égale 0. Donc pour ajouter ou bien pour utiliser ce qu'on appelle les structures conditionnelles à choix multiples, on peut utiliser l'instruction conditionnelle suivante. Premièrement, f, comme l'habitude, la première condition, si cette condition est vraie, on va exécuter cette instruction. ELF, on va ajouter une autre condition. Donc ça, c'est juste le raccourci de ELSF. Donc la condition de est vérifiée, on va exécuter ces instructions. On peut ajouter, donc tant que vous voulez, dans d'autres ELSF, dans chaque fois, il faut ajouter aussi la condition et les 2 points, et après, vous pouvez ajouter d'autres instructions. Et vers la fin, bien sûr, vous pouvez ajouter le mot-clé else, c'est-à-dire si la première condition est fausse, si la deuxième condition est fausse, si la troisième condition est fausse, nous pouvons exécuter ces instructions, et bien sûr, ces instructions-là seront exécutées en dehors, ou bien, quelles que soient ces conditions. Comme l'habitude, il ne faut pas oublier les 2 points et l'indentation ici. Maintenant, ça c'est juste la première structure à choix multiple. Il y a une autre structure, c'est ce qu'on appelle utiliser les structures imbriquées. Dans une structure imbriquée, nous pouvons utiliser f à l'intérieur d'une autre structure conditionnelle f. Vous pouvez remarquer maintenant que ici, on peut exécuter ces instructions, ajouter tout simplement else, et à l'intérieur de else, utiliser l'imbrication, utiliser f à nouveau, la condition bien sûr 2 ou bien ici 2. Sinon, nous pouvons ajouter ces instructions si la première condition est fausse et si la deuxième condition est fausse. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres. Ici, nous pouvons ajouter un autre condition, par exemple condition 3 et après ajouter des instructions et ajouter après else et ajouter d'autres instructions. Toujours, il ne faut pas oublier les 2 points et aussi l'indentation. Ici, j'ai fait une petite erreur, donc F, donc normalement il faut faire attention majuscule et minuscule, et bien sûr comme j'ai déjà dit, ces instructions seront exécutées quelles que soient les réponses de ces conditions là. Donc vous pouvez soit utiliser les structures imbriquées ou bien les structures à choix multiples pour avoir plus de 2 choix. On va revenir maintenant à notre exemple de tout à l'heure qui permet de vérifier est-ce que un nombre est positif, est-ce qu'un nombre est négatif et est-ce qu'un nombre est nul. Donc la première condition qu'on a utilisée, c'est n est strictement supérieur à 0. Nous pouvons afficher tout simplement que son nombre est positif. Nous pouvons ajouter une autre condition, c'est n est strictement inférieur à 0. 2 points, afficher son message, son nombre est négatif. Et bien sûr else, c'est-à-dire la première condition est fausse, la deuxième condition est fausse. Le programme va exécuter, afficher le message suivant, son nombre est nul. Alors ça c'est un exemple d'utilisation de la structure conditionnelle à choix multiple. Vous pouvez aussi utiliser l'imbrication de la manière suivante. Donc ça c'est la première condition. Et ajouter une autre condition, ou bien l'inverse de cette condition-là, else, dans le cas contraire. Et ajouter dans else une autre condition, f. Dans ce cas-là, n est strictement inférieur à 0, afficher ce message-là. Sinon, c'est-à-dire si la première condition est fausse, la deuxième condition est fausse, le programme va afficher le troisième choix, son nombre est nul. Alors c'est à vous d'utiliser soit la première méthode, soit la deuxième méthode. Mais le plus utilisé, c'est la première méthode, c'est-à-dire avec choix multiple, donc en utilisant cette structure-là,
la plus simple. Donc toujours F, else et vers la fin ajouter else pour traiter le dernier cas. Maintenant on va passer à un exercice. L'exercice c'est un programme qui permet de lire la valeur de la température de l'eau et puis afficher soit glace si la température est inférieure à 0, liquide si la température est supérieure à 0 et inférieure à 100, et vapeur si la température est supérieure à 100. Comme vous pouvez remarquer, on a ici trois choix, alors on doit utiliser la structure conditionnelle à choix multiples. Alors avant de passer à la solution, bien sûr, comme j'ai déjà dit, l'utilisateur doit saisir la valeur de t, et après, selon la valeur de t, on va choisir un de ces trois cas. Donc par exemple, 39 c'est liquide, moins 16 c'est glace et 142 vapeur. Donc maintenant, je vais passer à PyCharm pour implémenter ce programme. Alors, la première instruction, on va récupérer tout simplement la valeur de t. Donc, d'abord, il faut convertir en int, donc la valeur saisie par l'utilisateur. On va utiliser l'instruction input. On va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de t. Donc, saisir la température. Après, donc l'instruction suivante, donc ici j'ai oublié les guillemets. Après, la deuxième instruction, c'est bien sûr tout simplement vérifier ici la valeur de t. Donc si t est strictement supérieur à 100, donc vous pouvez commencer par cette condition là. Alors on va afficher tout simplement que l'état est vapeur. Après else f, donc il faut faire attention, on crée L et F. Après, donc la condition qu'on va ajouter, c'est t est strictement inférieur dans ce cas-là à 0. Alors on peut ajouter que l'état dans ce cas-là est glace. Après, le dernier cas, c'est else. Il faut juste ajouter else. Donc, si la première condition est fausse, c'est-à-dire que t n'est pas supérieur à 100, si t n'est pas inférieur à 0, alors t est entre 100 et 0. Dans ce cas-là, nous pouvons afficher que l'état est liquide. Alors, on va exécuter maintenant le programme pour voir le résultat. Donc, on va saisir la valeur, par exemple, 4. Donc, normalement, le programme doit afficher liquide. Voilà. Si l'utilisateur a choisi son, par exemple, 5, ça c'est vapeur. Et finalement, si l'utilisateur a choisi, dans ce cas-là, l'état, donc c'est moins 80. Donc, l'état, bien sûr, c'est glace. Voilà, ça c'est un exemple où on a utilisé la structure conditionnelle à choix multiple. Voilà, maintenant on va passer à l'exercice suivant. L'exercice est très simple. Le programme ou bien l'utilisateur doit demander à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 7 au clavier et après le programme va afficher le nom du jour correspondant. Alors dans ce cas-là, l'utilisateur doit choisir la valeur de n et après le programme va juste afficher le jour correspondant. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 3, le programme doit afficher mercredi. Si l'utilisateur, par exemple, a choisi 7, c'est dimanche. Si l'utilisateur a choisi 16, normalement, on doit afficher le message suivant, le nombre est incorrect. Dans les autres langages de programmation, comme par exemple le langage C, on utilise ce qu'on appelle la structure switch. Mais malheureusement, dans Python, on ne peut pas utiliser cette structure. Nous pouvons juste utiliser la structure conditionnelle à choix multiple. Alors, la solution est le suivant. Donc, d'abord, vous pouvez ajouter cette ligne-là pour récupérer la valeur de n. Donc, veuillez saisir un nombre entre 1 et 7. Après, on va traiter les cas de n. Donc, Cn, bien Fn égale 0. Donc, pour vérifier, donc, est-ce que n égale à 0, on doit ajouter 2 égales. Après, nous pouvons afficher le message ou bien le jour lundi. Après, Cn égale 2, nous pouvons ajouter ou bien afficher mardi. Jusqu'à donc else f jusqu'à n égale 7 et après nous pouvons afficher dimanche. Si l'utilisateur a choisi une autre valeur, nous pouvons traiter ce cas-là avec else et afficher le message suivant, le nombre est incorrect. Ça c'est un exemple où on a traité plusieurs choix, toujours avec la structure conditionnelle à choix multiple. Maintenant on va passer à une autre chose, on se pose la situation suivante. Donc on a ici un programme qui permet de vérifier, de voir quel est le nombre maximum entre A et B. L'utilisateur va choisir la première valeur de A, après l'utilisateur va choisir la valeur de B, et après on va traiter, est-ce que A est supérieur à B, alors le max c'est A. Else,
Donc, c'est-à-dire que B est supérieur à A. Dans ce cas-là, le max est à B. Et après, vers la fin, on affiche la valeur de maximum. Dans ce cas-là, nous pouvons changer ce bloc-là. Donc, il y a une autre possibilité avec le langage Python. Et aussi, nous pouvons utiliser cette méthode avec les autres langages de programmation, d'utiliser la manière suivante. Nous pouvons écrire le bloc d'instruction suivant juste en utilisant la structure suivante. D'abord, ici, dans la même ligne, on affecte à max A si A est supérieur à B et on affecte à max B si cette condition est fausse. Cet opérateur ou bien cette structure, on l'appelle la structure ternaire. Ternaire vient du mot 3 avec un opérateur, c'est-à-dire qu'un opérateur peut prendre 3 opérandes. A, donc ça c'est le résultat ou bien la chose qu'on va faire si cette condition est fausse. La condition, si cette condition est vraie, après la condition et après le troisième opérand, c'est B, c'est-à-dire la chose qu'on va essayer de faire, c'est la condition est fausse. Donc d'ici vient le mot ternaire, donc c'est-à-dire 3 choses. Comme vous pouvez remarquer, on a optimisé les 4 lignes avec juste une seule ligne. Avec cette instruction, on l'appelle l'opérateur ternaire, donc vous pouvez l'utiliser, mais juste avec 2 choix. D'une façon générale, l'opérateur ternaire dans les langages de programmation permet de simplifier la syntaxe de la structure conditionnelle, mais juste l'alternative, c'est-à-dire avec 2 choix. La syntaxe est la suivante. D'abord, la valeur qu'on va afficher ou bien affecter si la condition est vraie. Et après, dans la partie suivante, donc après else, on ajoute la chose qu'on va afficher ou bien la chose qu'on va affecter, c'est la condition est fausse. Alors, un exemple, vous pouvez ajouter ou bien utiliser cette structure avec l'exemple qu'on a vu du maximum. Le résultat c'est A. Si A est supérieur ou égal à B, le résultat c'est B. C'est cette condition-là est fausse. Donc ça c'est faux, la condition est fausse. Donc on va retourner ou bien on va afficher la valeur de B. Sinon on va afficher la valeur ou bien retourner la valeur de A si cette condition bien sûr est vraie. Alors pour bien comprendre comment utiliser cette structure, c'est-à-dire structure conditionnelle avec l'opérateur ternaire, nous pouvons travailler sur l'exemple suivant ou bien l'exercice suivant, l'exercice numéro 5. On va essayer d'écrire un programme qui demande l'âge d'un citoyen, puis le programme va afficher si le citoyen peut voter aux élections. En utilisant l'opérateur bien sûr ternaire. Donc vous pouvez faire ça, on utilise juste else, mais j'aimerais utiliser l'opérateur ternaire else, mais dans la même ligne. Donc la remarque, c'est que l'âge du vote, normalement, est 18 ans. Alors, si l'utilisateur, pour expliquer le programme, donc si l'utilisateur exécute le programme va demander l'âge de l'utilisateur ou bien de le citoyen et après, il y aura 2 choix, peut voter ou ne peut pas voter. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 25, normalement, le programme doit afficher peut voter. Si l'utilisateur a choisi, par exemple, 6 ans, donc le programme normalement doit afficher ne peut pas voter. Maintenant, je vais passer à PyCharm pour vous montrer comment implémenter ce programme-là en utilisant, comme j'ai déjà dit, l'opérateur ternaire. Alors, la première chose, on va récupérer l'âge. Donc, comme l'habitude, on a vu tout ça. Donc, dans les vidéos précédentes, pour récupérer une valeur entière, donc on doit ajouter d'abord, ou bien écrire d'abord la variable, puis égale, puis le type de cette variable-là, int. Donc, on utilise int ou bien float dans le cas où nous voulons récupérer des valeurs numériques. Si vous voulez récupérer des chaînes de caractères ou bien du type string, il faut juste enlever int et utiliser directement input. Alors, entre 2 parenthèses input, après entre 2 parenthèses, on va ajouter donc le message suivant, donc vérifier ou bien entrer votre âge. Après, l'étape suivante, c'est bien sûr le test. Donc F, normalement, c'est ce qu'on doit faire. F, l'âge est supérieur à 18, alors on peut afficher que vous pouvez voter. Et après else, on ajoute print, vous ne pouvez pas voter.
Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser directement la structure, comme j'ai déjà dit, avec l'opérateur ternaire. De la manière suivante. Donc, je vais commencer par la condition. Donc l'âge, c'est l'âge, normalement, est supérieur à 18. Dans ce cas-là, donc A supérieur ou égal. Dans ce cas-là, F, cette condition est vraie. On va juste afficher le message suivant. Donc, vous pouvez voter. Else, la chose qu'on va faire, c'est la condition est fausse, vous ne pouvez pas voter. Pour juste traiter ça dans la même ligne, soit vous pouvez affecter ça à une variable, par exemple un message, de la manière suivante, et après passer à la ligne suivante et afficher ce message, par exemple ici print, après juste message. Donc voilà, donc on peut exécuter ça, ajouter l'âge par exemple 13 ans. Donc ici on ne peut pas voter si l'âge est 22 ans, donc on peut voter. Donc soit vous pouvez utiliser cette manière ou tout simplement vous pouvez utiliser la manière suivante. Donc on peut enlever print, enlever cette partie là, écrire ici print entre deux parenthèses et directement écrivez l'instruction ternaire ou bien l'opérateur ternaire de la manière suivante. Ça c'est la chose qu'on va afficher si la condition est vraie, et ça c'est la chose qu'on va afficher si la condition est fausse. On exécute, vous devez donner l'âge, 19, vous pouvez voter 16 ans, vous ne pouvez pas voter. Donc ça c'est un exemple d'utilisation de l'opérateur ternaire. Donc si vous voulez juste optimiser votre code dans un programme, donc il faut faire attention, on utilise l'opérateur ternaire mais juste avec deux choix. Si vous avez plusieurs choix, vous devez utiliser la structure classique F, else, F, else, F, else. Alors voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. Nous avons vu pourquoi d'abord on utilise les structures conditionnelles dans un programme, et on a vu les types de structures conditionnelles, que ce soit simple avec un seul choix, alternative avec deux choix, le multi-choix et l'imbriqué si vous voulez traiter plusieurs choix, et vers la fin on a vu l'opérateur ternaire qui vous permet d'écrire votre structure conditionnelle dans la même ligne.